Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien passer la journée. Bon, vous savez, je voulais juste apporter quelques éléments à ce qui se passe aujourd'hui, au débat qui se passe aujourd'hui au niveau africain. Et là, je m'adresse à l'Afrique en général. Sachez que le Gabon en particulier est géré en règle générale par deux grands lobbies. Voilà. Nous avons le lobby de l'Occident, donc dirigé au Gabon par la France, c'est ça le lobby français. Et ce lobby s'appuie généralement sur les rites maçonniques, qu'ils utilisent la maçonnerie pour embrigader l'élite du pays. Donc, c'est ça le rôle du lobby de l'Occident. Donc, avec la France, les États-Unis, tout ce que vous voulez. Ils utilisent la loge pour embrigader notre élite. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons une élite corrompue, mal inspirés, incapables de réfléchir au-delà du diplôme. C'est pas de leur faute. Ils sont pris au piège. Ensuite, nous avons un deuxième lobby. C'est le lobby, malheureusement, avec beaucoup de regrets, dirigé par nos propres frères noirs d'Afrique de l'Ouest et des autres pays. Et elle a la plus grande représentation ici par deux rites. Le rite du vaudou amené par le Bénin et le rite de maraboutage amené par règle générale le Mali, le Sénégal et les autres pays. Ces deux rites ont implanté des hôtels d'une conséquence inestimable au Gabon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'est pas dans la loge, il est forcément soit dans le vaudou, soit dans le maraboutage, en plein. Et comme les Gabonais dans leur nature ont souvent le besoin d'être en contact avec la spiritualité et qu'ils se sont éloignés de leurs valeurs, ils se jettent là-dedans en grand nombre. Et comme ce sont les systèmes, les puissants systèmes d'occupation, eh bien, ils ont réussi à embrigader l'ensemble de l'élite. Ce qui fait que lorsque vous avez la direction spirituelle d'un pays ou bien d'un peuple, vous dirigez ce peuple. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que les marabouts, dans des maisons et des villas, c'est les maîtres absolument de nos cadres de la République là. C'est les maîtres, ils obéissent à tout. C'est eux qui décident de qui vous doivent employer, dans quel secteur ils doivent employer. C'est eux-mêmes qui décident même des nominations. Peut-être les gens ne vont pas me croire, mais je vous assure qu'il est beaucoup plus facile en passant par un marabout, par un genre de voodoo, par machin, pour être nommé qu'en passant, en comptant sur la simple compétence. Et donc, voici les réalités de notre pays. C'est-à-dire qu'on a et vous allez voir, tout ce qui est programmé dans ce pays est programmé dans le sens d'écarter tout ce qui ne s'aligne pas dans cette logique. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce siècle-là, vous êtes forcément l'ennemi numéro 1 qu'on cherche à enlever. Parce que vous êtes comme un intrus, quelque part. Et je tenais vraiment à apporter cette précision parce que il y a souvent l'amalgame avec nos frères de la diaspora. Et ceux qui, entre guillemets, ils sont considérés aujourd'hui comme les porte-voix de la lutte pour la libération du continent africain, donc les panafricanistes. Le problème, c'est que, vous savez, lorsqu'on veut même combattre l'ennemi, il faut combattre l'ennemi avec vos valeurs, avec votre vision à vous, avec vos systèmes. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi en utilisant son propre système. Non, vous pouvez exploiter son système, mais en proposant le vôtre. Et c'est ce qui manque dans notre lutte. Notre lutte manque cette profondeur-là.
Parce que lorsque vous voyez les panafricanistes, donc les influenceurs et les activistes les plus populaires du continent africain sont ceux qui vivent hors du pays. En France, aux États-Unis, et en règle générale, ils sont tous double nationalité. C'est parce que tout ce qui vient de l'Occident, pour nous, c'est le sommet absolu. Parce que vous ne pouvez pas imaginer sur l'instant que M. Kémy Séba puisse considérer la position d'un activiste qui vit en Afrique comme étant une vérité absolue par rapport à sa position à lui. Non, c'est pas possible. Lui, il va penser que sa position à lui, c'est la meilleure parce qu'il est en Europe, parce qu'il a plus d'expérience et parce qu'il est certainement mieux diplômé que X ou Y. Ce serait pareil si vous posez la question à Nathalie Yob ou à Franklin Nyassi et tout le reste. Ça veut dire que vous ne pouvez pas un seul instant espérer que ces messieurs et ces dames puissent considérer que depuis les profondeurs de l'Afrique, on puisse avoir quelqu'un capable d'apporter une vision autre que celle qu'ils sont en train de propager à travers le monde. Et surtout, que tu puisses avoir des arguments qui orientent le combat dans un sens beaucoup plus clair, ou bien voilà, dans un sens beaucoup plus facile que la direction actuelle de notre lutte. Et pour ajouter à ce que je viens de dire, je sais que ce n'est pas les arguments de haut niveau, pour ajouter à ce que je viens de dire, vous savez, moi je pense souvent, je réfléchis souvent et je prends quelques exemples. Parce que beaucoup critiquent le Gabon et son nouveau système. D'abord, ils ont commencé par le système de coup d'État. Et je tenais à remercier le CTRI, donc avec le général Biscoto Lingema, pour avoir, lors du communiqué numéro 26, d'avoir déjà annoncé la durée de la transition. C'est déjà quelque chose de très bien, même si après on va en débattre sur ça, mais c'est déjà une façon d'essayer de taire le débat qui se passe. Maintenant, après, les Gabonais pourront décider. Mais ne fût-ce que pour taire le débat aujourd'hui au niveau du continent africain, c'est pour prouver la volonté des militaires à remplir les missions et à partir. Maintenant, c'est au peuple de décider si ça les convient ou pas. Mais vous savez, lorsque on veut mener un combat et qu'on est dans tout azimut, dans tout et partout, parfois ça peut amener le combat ça peut fragiliser le combat en fait. Je pense que nous avons plusieurs exemples des pays qui peuvent attirer notre attention. Voilà. Nous avons eu la chance déjà d'avoir un pays comme le Mali qui est le pionnier dans le domaine de la lutte, le pionnier du monde de la lutte, et qui a contaminé de façon efficace ses voisins du Niger et du Burkina. C'est déjà un trio qui peut amener tous les Africains, et d'ailleurs même la popularité actuelle des dirigeants maliens et des gens burkinabés vont au-delà de leur propre pays. C'est tout le continent, tout le peuple africain qui soutient le Mali, le Niger et le Burkina dans la position qu'ils ont décidé de prendre vis-à-vis de l'Occident. Mais il y a aussi d'autres pays qui sont de façon claire et nette surexploités par ces grands lobbies-là. Il y a la République démocratique du Congo, par exemple. On peut prendre 2 ou 3 pays et puis se focaliser sur ce pays pour mettre le débat sur ce pays, mettre la pression sur ce pays. Je suis sûr qu'en Afrique, si on réussit à libérer de manière claire et nette 1, 2, 3, 4 pays, le reste suivra. Le reste suivra. On ne peut pas libérer le continent, on ne peut pas s'en sortir en libérant tous les pays au même moment. Ce ne serait pas possible. On va commencer par le début. Dès qu'on a libéré 2, 3 pays, je pense que le reste suivra. Focalisons-nous sur ce combat, sur l'essentiel. Ce n'est pas la peine d'exiger à chaque pays de faire la même chose que le Mali et le Burkina. On a déjà 3 exemples. Continuons comme ça et le reste viendra. Djibouti.